Dans ce dernier paragraphe, nous allons voir ce qu'on peut dire sur les sommes de sous-espaces vectoriels en dimension finie. Donc si on ne précise pas, f et g seront toujours des sous-espaces vectoriels de E, un espace vectoriel quelconque. Alors, première question qu'on va se poser, si E est de dimension finie et si f est un sous-espace vectoriel de E, est-ce que f possède des supplémentaires, c'est-à-dire des espaces vectoriels G, tels que f et g sont en somme directe et f plus g est égal à E? Donc la réponse est oui, f admet des supplémentaires. Donc j'ai mis au pluriel puisqu'il y en a une infinité. Alors, ils vont être tous de même dimension, égale à la dimension de E moins dimension de f. Donc je n'ai pas fait de dessin, mais on peut essayer de le faire de tête. Donc dans un plan, si vous prenez une droite, on a vu que 1 supplémentaire d'une droite, c'est n'importe quelle droite qui n'est pas parallèle. Donc comme il existe une infinité de droites qui sont non parallèles à votre droite de départ, on voit bien qu'il existe une infinité de supplémentaires. Voyons la démonstration. Donc on suppose que de dimension finie et que f est un sous-espace vectoriel de E. Alors on appelle n la dimension de E et on cherche un sous-espace vectoriel G de E tel que E égale f somme directe G. Donc en dimension finie, on va voir qu'on donne une preuve constructive de G. On va vraiment expliquer comment on le construit. Donc on commence à utiliser le théorème 12 qui dit que f est un sous-espace vectoriel de E qui est de dimension finie, donc f est lui-même de dimension finie. D'après le début du chapitre, il possède des bases, donc on en prend une, qu'on note E1, EP. Donc P sera la dimension de F, N c'est la dimension de E, et comme F est un sous-espace de E, P est plus petit que N. Alors cette famille E1EP, elle est libre, puisque c'est une base. Comme F est inclus dans E, elle est encore libre dans E. Par contre, elle n'est plus génératrice, il manque des vecteurs. Alors, d'après le théorème de la base incomplète, on peut justement la compléter jusqu'à obtenir une base de E. Donc il faut la compléter jusqu'à avoir n vecteurs. Et alors, on pose G, l'espace engendré par les vecteurs qu'on a ajoutés quand on l'a complété. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cet espace? Donc comme c'est vect, déjà par définition, c'est un sous-espace vectoriel de E. Alors, que dire d'autre? La famille EP plus 1 jusqu'à En. On l'a pris dans une base, qui est une famille libre. Donc elle est encore libre, puisque c'est une sous-famille d'une famille libre. Et donc, si elle est libre, elle est une base de G, puisqu'elle engendre G. Donc EP plus 1 jusqu'à En, c'est une base de G. E1 EP, c'est une base de F. Et la concaténation des deux, la grande famille, est une base de E. Et bien, d'après le théorème 47 du chapitre 13, c'est une des caractérisations du fait que F et G sont supplémentaires dans E. Donc on a bien montré que F admet au moins un supplémentaire, et on a donné une preuve constructive. Donc il faut retenir cette méthode. On part d'une base de F, qu'on complète en une base de E, et le supplémentaire est engendré par les vecteurs qu'on a utilisés pour compléter. Alors, reste à voir la dimension. Donc la dimension de G, c'est le cardinal de n'importe laquelle de ces bases. Donc on prend P plus 1 jusqu'à En. Le nombre de vecteurs, c'est N moins P plus 1 plus 1. Ça fait N moins P. Ça fait dim2 moins dim de F. Donc c'est bien la formule qu'on voulait. Alors, du coup, dans le plan, si on prend une droite, ses supplémentaires sont dimension 2 moins 1, donc 1. Donc dans le plan, les supplémentaires d'une droite sont des droites. Dans l'espace, les supplémentaires d'une droite, on fait 3 moins 1, ça fait 2, donc ce sont des plans. Donc dans l'espace, les supplémentaires d'une droite sont des plans. Et dans l'espace, les supplémentaires des plans, donc 3 moins 2, ça fait 1, donc dans l'espace, les supplémentaires des plans sont des droites. En dimension 4, les supplémentaires des droites sont de dimension 3, et dans l'espace, les supplémentaires des plans sont des plans. En dimension 4, l'intersection de deux plans, ça peut être le vecteur nul. Il faut se rappeler de ça, bien sûr, on ne peut pas trop l'imaginer. Donc ça, c'était un premier résultat.
donc simple d'utilisation, c'est en dimension finie. Je peux me donner un supplémentaire, ça existe toujours. Alors deuxième résultat important, c'est ce qu'on appelle la formule de Grassmann, qui dit que la dimension de f plus g, c'est la dimension de f plus la dimension de g, moins la dimension de l'intersection. Donc ça, cette formule est vraiment très plaisante, puisque ça rappelle une formule pour les cardinaux ou pour les probabilités. Donc par exemple, pour les probabilités, c'était probabilité de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc c'est assez plaisant que la formule ressemble. Alors attention, à gauche, ce n'est pas l'union, puisque l'union n'est pas un SEV. Dans ce chapitre, c'est plus. Donc il faut faire quand même attention à ça. Donc cette formule toute simple, on va voir qu'elle n'est pas du tout simple à démontrer. Mais on va quand même essayer de comprendre la démonstration. Alors, la formule de Grassmann. Donc, on suppose au départ que f et g sont des sous-espaces vectoriels de E, et on suppose que dimension finie. Donc, le but, c'est de montrer que les espaces f inter g, f, g et f plus g, donc il y en a 4, sont de dimension finie, et qu'on a cette formule. Donc, c'est parti. Donc, nos 4 espaces, on a montré précédemment que ce sont des sous-espaces vectoriels de E. Bah, comme E est de dimension finie, ils sont tous de dimension finie. Donc ça c'est fait. Alors pour simplifier, on appelle P la dimension de F, Q la dimension de G, et R la dimension de F inter G, c'est-à-dire le nombre d'éléments de leur base. Donc l'idée, ça va être de construire judicieusement une base de F plus G, et une fois qu'on aura une base, le nombre d'éléments, ce sera la dimension de F plus G. Donc on commence par l'ensemble F inter G, on se donne une base qu'on appelle E1 jusqu'à ER, R étant la dimension de F inter G. Ensuite, on dit que F inter G, c'est un SEV de F et de G. Alors cette famille, elle est libre, donc elle est encore libre dans F ou libre dans G, et donc on peut la compléter en une base de F ou une base de G, d'après le théorème de la base incomplète. Donc on le fait, on la complète une première fois en une base de F, donc on obtient cette famille, qui est judicieusement choisie, puisque les premiers vecteurs sont dans F et dans G, et les suivants sont dans F. De même, on la complète une deuxième fois avec d'autres vecteurs, et on obtient une base de G, qui est aussi bien choisie, puisqu'ici, ces vecteurs sont dans F et G, ceux-là sont dans G. Et alors l'idée, c'est de considérer la grande famille où on prend les vecteurs E, les vecteurs F et la vecteur G, et on va montrer que c'est une base de F plus G. Alors, premier point, on va montrer que c'est une famille libre. Donc on revient à la définition, on se donne plein de scalaires, tels que la combinaison linéaire donne le vecteur nul, et il faut montrer que tous ces scalaires sont nuls. Alors on fait changer ces deux termes de côté dans l'égalité. Donc ça fait moins somme des lambda KEK moins somme des mu KFK égale somme des gamma K GK. Et on regarde où sont ces vecteurs. Donc les vecteurs GK sont dans l'espace vectoriel G, donc cette combinaison linéaire appartient à G. À gauche, les vecteurs EK sont dans l'espace F inter G, donc la combinaison linéaire l'est aussi. Ici, ceux-ci sont des vecteurs de F, donc la combinaison linéaire est un vecteur de F. Ici, on a un vecteur de F inter G, donc de F. Ici, on a un vecteur de F, la somme des deux est dans F. Et comme c'est égal, cette combinaison linéaire est un vecteur de G et de F. Donc, on retient que la somme des gamma KGK est un vecteur de F intersection G. Alors c'est là où les arguments sont un peu fins. Donc on a dit que la famille E1, ER, GR plus 1, GQ est une base de G. C'est comme ça qu'on a construit les vecteurs ici. Donc d'après le théorème 47 du chapitre 13, si on la coupe en deux, les deux espaces engendrés sont des espaces supplémentaires de G. Mathématiquement, on peut dire que G égale vect de ce morceau, somme directe, vect du second morceau. Et alors, sur le fait qu'ils sont en somme directe,
on va retenir le fait que l'intersection des deux, c'est le vecteur nul. Donc vect de E1ER inter vect de GR plus 1 GQ, c'est le vecteur nul. Et dernier argument, c'est que E1ER est une base de F inter G, donc vect de E1ER, c'est égal à F inter G. Donc, F inter G inter vect de GR plus 1 GQ, c'est le vecteur nul. Donc ici, on avait un vecteur qui était dans F inter G, et il est aussi dans vect de GR plus 1 GQ, puisque c'est une combinaison linéaire de ces vecteurs. Donc on vient de montrer que ce vecteur est nul. Mais dans cette combinaison linéaire, les vecteurs GK, on les a pris dans une base, donc dans une famille libre, et donc ils forment encore une famille libre. Donc on en déduit que les coefficients sont nuls, c'est-à-dire les scalaires gamma R plus 1 jusqu'à gamma Q sont égaux à 0. Donc on a déjà montré ça. Alors on le réinjecte au départ. Ici c'est 0, donc ce vecteur est nul, il disparaît. Il reste ça. Donc on arrive à cette combinaison linéaire qui donne le vecteur nul. Mais dans cette combinaison linéaire, on a les vecteurs EK et FK. Or, toute la famille des E et des F est une base de l'ensemble grand F, donc une famille libre. Donc tous les coefficients sont égaux à 0. Et donc on a bien montré que tous nos scalaires sont nuls. Donc que la grande famille B est libre. Donc il reste maintenant à montrer qu'elle est génératrice. Alors pour ça, on va utiliser du calcul de SEV. Donc si on fait F plus G, on dit que F et G sont engendrés par une de leurs bases. Donc F, c'est vect de la famille des E1ER FR plus 1 FP, et G, c'est vect de la famille E1ER GR plus 1 GQ. Ensuite, dans le chapitre 13, on a vu que quand on additionne deux vects, ça fait un seul vect, et on concatène les deux familles. Donc c'est ce que j'ai fait là. Et ensuite, on a vu que donc, dans une famille génératrice, donc à l'intérieur d'un vect, on peut enlever les vecteurs qui sont combinaisons linéaires des autres. Or, E1 est bien combinaison linéaire de E1, E2 est combinaison linéaire de E2. Donc en fait, quand on écrit deux fois des vecteurs, on peut supprimer la deuxième occurrence. Donc il reste E1ER, FR plus 1 FP, jusqu'à GR plus 1 GQ. Il reste que la famille B. Et si F plus G égale vect de B, c'est que B est génératrice de F plus G, ce qu'on voulait montrer. Donc comme elle est libre génératrice, B est une base de F plus G. Donc ça, c'est gagné. Alors, on va en déduire la dimension de F plus G. Donc la dimension de F plus G, c'est le cardinal de notre famille B. Petit calcul, on revient à la définition. Combien B a de vecteurs? Donc là, les indices vont de 1 à P au départ. Donc ici, il y a P vecteurs. Il faut en compter combien il y en a ici. Ici, donc par dénombrement, il y en a Q moins N plus 1 plus 1, auquel il faut ajouter P vecteurs. Donc c'est ce qu'on a écrit ici. P plus Q moins R plus 1 plus 1. Donc on simplifie. P plus Q moins R. On revient à la définition de ces nombres. Dim de F plus dim de G moins dim de F inter G. Et donc c'est gagné, on a démontré la formule de Grassmann. Donc on a démontré cette formule. Alors en PCSI, elle sert principalement à démontrer le corollaire suivant. Et elle peut servir dans des exercices un peu abstraits, assez difficiles. Donc pour nous, on ne va pas beaucoup l'utiliser telle qu'elle. Mais je peux quand même vous donner une application assez classique. C'est que si la somme des deux sous-espaces vectoriels dépasse strictement la dimension de E, alors on est sûr que dans l'intersection des deux, il y a des vecteurs non nuls. Donc intuitivement, si vous prenez deux plans dans l'espace et que vous les intersectez, on est sûr que ça ne fait pas le vecteur nul. Ben, en fait, ça se démontre avec la formule de Grassmann. Par contre, en dimension 4, si vous prenez deux plans, ils peuvent s'intersecter sur le vecteur nul. Donc là, ça ne marche plus. Par contre, en dimension 4, si vous prenez un espace de dimension 3 et un espace de dimension 2, 3 plus 2, ça fait 5, c'est strictement plus grand que 4. Donc en dimension 4, un espace de dimension 3 et un espace de dimension 2,
ne peuvent pas s'intersecter seulement sur le vecteur nul. Donc là, c'est moins évident à imaginer, mais c'est aussi la formule de Grassmann. Donc voyons ceci. Alors, donc on suppose que dim de f plus dim de g est strictement plus grand que la dimension de e. Donc d'après la formule de Grassmann, dim de f plus dim de g, c'est dim de f plus g plus dim de f inter g. Alors le point clé, c'est que f et g, aussi gros qu'ils soient, la somme des deux, c'est toujours un sous-espace vectoriel de E, et donc la dimension de la somme ne dépassera jamais la dimension de E. Alors on rajoute ce terme à gauche. Par transitivité, on arrive à dim de E plus dim de f inter g strictement plus grand que dim de E, et donc la dimension de f inter g, elle est strictement positive. Comme la dimension est un nombre entier, et bien ce nombre est supérieur ou égal à 1. Donc f inter g n'est pas réduit à 0. Et ça ne peut pas être vide, parce que c'est un sous-espace vectoriel de E. Et donc il existe au moins un vecteur x qui est non nul. En fait, il en existe une infinité, puisque f inter g va contenir toute la droite engendrée par x. Donc c'est un peu abstrait, mais c'est quand même une application un peu classique et un peu rapide de cette formule. Alors, voyons la suite. Donc, j'ai dit que le théorème 19 servait au corollaire 20, c'est vrai, mais il sert en fait surtout au théorème 21. Je fais une petite erreur. Donc on verra après. Alors le corollaire 20, ce sont des conséquences très faciles de cette formule. Donc, en général, si on prend deux espaces vectoriels de E, la dimension de la somme est plus petite que la somme des dimensions. Donc c'est pas égal, c'est plus petit. Alors faites très attention. À droite, le plus, c'est avec des nombres entiers, donc c'est l'addition du CP. À gauche, le plus, c'est avec des espaces vectoriels. Là, on n'est plus en CP, hein, c'est ce qu'on a vu au chapitre 13. Donc il faut faire très attention à respecter les parenthèses, etc. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc on a cette formule, et si c'est égal, c'est si et seulement si, ils sont en somme directe, c'est-à-dire si le plus est entouré. Donc la dimension de f plus g entourée, c'est dim de f plus dim de g. Donc voyons cela. Alors la dimension de l'intersection est forcément positive puisque c'est un nombre entier, naturel. Donc dans la formule de Grassmann, ce terme, c'est moins un nombre positif. Donc ce terme est plus petit que ce terme. C'est-à-dire dim de f plus g est plus petit que dim de f plus dim de g. Alors, quand est-ce que c'est égal? D'après la formule de Grassmann, ceci est égal à ceci. Si et seulement si, ce terme est nul. Donc on obtient que la dimension de f inter g est égale à 0. Mais ceci est encore équivalent à dire que l'espace vectoriel est réduit à 0. Et par définition, c'est équivalent à dire que f et g sont en somme directe. Donc le théorème est démontré. Voilà, et donc on arrive à notre théorème principal. C'est comment on montre que deux espaces sont supplémentaires. Donc on a une équivalence de 6 prédicats. Alors les prédicats 1 à 4 viennent du chapitre 13, ils étaient vrais en dimension infinie. On en rajoute deux nouveaux, 5 et 6, qui seront vrais en dimension finie et qui vont simplifier les choses. Et on va démontrer tout ça avec la formule de Grassmann. Donc voyons ceci. Alors, ce que je vous disais, c'est que d'après le théorème 47 du chapitre 13, on sait déjà que 1, 2, 3, 4 sont équivalents. Donc il reste à montrer que 5 et 6 sont équivalents avec cela. Donc on va montrer l'équivalence de 2 avec 5 et 6. Et on va procéder par implication circulaire. Donc on va d'abord montrer que 2 implique 5. Donc on suppose que E égale f plus g et que f inter g, c'est le vecteur nul. Le but, c'est de montrer que E égale f plus g, bon, ça sera bon, et que dim de E égale dim de f plus dim de g. Alors c'est assez simple, donc on a supposé que E égale f plus g, on égalise les dimensions, on utilise la formule de Grassmann, mais alors on a aussi supposé que f inter g c'est nul, donc dim de f inter g c'est 0, et donc si on réinjecte au-dessus, dim de E égale dim de f plus dim de g, c'est gagné.
Alors 5 implique 6. On suppose là que E est la somme et que la dimension de E c'est la somme des dimensions. Il faut montrer que l'intersection c'est le vecteur nul. Et ceci, mais ceci on l'a supposé, donc pas besoin de le montrer. Alors pareil, on part de E égale F plus G, on égalise les dimensions, dim de E égale dim de F plus G, et on utilise la forme de Grassmann, donc on a ça. Mais on a supposé que dim de E c'est dim de F plus dim de G. Bah donc nécessairement ce terme est nul. Et si ce terme est nul, c'est que F inter G est réduit au vecteur nul. Donc c'est gagné. Et enfin, 6 implique 2, donc on suppose que l'intersection est réduite au vecteur nul, et que la dimension de E, c'est la somme des dimensions. Le but est de montrer que F plus G est égal à E, et que l'intersection est réduite à 0, ça on l'a supposé, donc on ne le montre pas. Donc on montre ça. Alors on sait déjà que F plus G est inclus dans E, puisque F et G sont des SEV de E. Donc pour montrer l'égalité, à la place de faire par double inclusion, il suffit de montrer qu'ils ont même dimension. Donc on va prouver que dim de F plus G c'est dim de E, grâce au corollaire 13. Alors dim de F plus G d'après Grassmann ça fait ça, mais on a supposé que dim de E c'est dim de F plus dim de G, et on a aussi supposé que F inter G c'est 0, donc que la dimension c'est 0. Donc ce terme est nul, la somme de ces deux termes ça fait la dimension de E, donc on arrive bien à dim de F plus G égale dim de E. Et donc, c'est gagné. Donc, en pratique, comment on va montrer que E égale F plus G? Donc, le point 4, c'est l'analyse synthèse. Ce sera surtout utile en dimension infinie, ou ce sera utile lorsqu'on a besoin de connaître la décomposition de X. Mais donc, dans ces exercices, quand même, pas facile. Sinon, pour montrer que F et G sont supplémentaires, vous avez 3 choix. Soit le point 3 par concaténation de base, soit le point 5, soit le point 6. Alors sachant que dans le point 5, il faut quand même montrer que E égale F plus G, et ça ce n'est en général pas facile. Donc on peut dire que dans un exercice simple, on va essayer de faire 3 ou de faire 6. Alors pour faire 3, il faut trouver des bases. Et pour faire 6, il faut trouver des bases pour avoir la dimension et vérifier que l'intersection est nulle. Alors tout ça ne va marcher que lorsqu'on connaît les dimensions. Alors voyons dans R3, je me donne une droite et un plan, et je veux montrer qu'ils sont supplémentaires. Comment faire ça de la façon la moins compliquée possible? Je vous propose deux méthodes. Première méthode, c'est de faire par concaténation de base. Donc f est engendré par un vecteur qu'on appelle U1. U1 est non nul, donc U1 est une base de f. Donc l'espace vectoriel G est défini avec une équation cartésienne. En faisant une résolution de système, ici, on trouve que G est engendré par deux vecteurs, U2 et U3. Ces deux vecteurs sont non collinéaires, donc ils forment une base de G. Alors pour montrer qu'ils sont supplémentaires dans R3, premier choix, c'est de concaténer U1 avec U2 et U3. Donc ça fait une famille qu'on appelle B. Et de montrer qu'on a une base de R3. Alors là, on a des simplifications. Comme on a 3 vecteurs et que R3 est de dimension 3, on sait qu'il suffit de prouver que la famille est libre. Alors on le montre. Si on a une combinaison linéaire qui est nulle, on tombe sur ce système. Avec des calculs qui sont laissés à l'auditeur, on trouve facilement que les 3 scalaires sont nuls, ce qui prouve que la famille est libre. Comme la dimension de R3 c'est 3, elle est libre maximale, puisqu'elle a 3 vecteurs, donc c'est une base de R3. Et donc comme en concaténant une base de F avec une base de G, on trouve une base de R3, je peux en déduire que R3, c'est F somme directe G. Donc c'est quand même un peu long, hein, il y a plusieurs arguments à donner. J'ai essayé de vous distinguer deux choses. Mon premier gribouillis à gauche, là, c'est la recharge de base de F et G. Et le deuxième gribouillis, c'est pour montrer que la concaténation est encore une base. Donc on va avoir une deuxième méthode. Dans cette deuxième méthode, je vais réutiliser la première partie, la recharge de base de F et de G. C'est la fin qui va changer. Alors la deuxième méthode, c'est avec le calcul de dimension. Donc,
on reprend le premier gribouillis au-dessus, U1 est une base de F, U2 U3 est une base de G. Donc là, on les concatène pas, on les utilise pour calculer des dimensions. Donc la dimension de F c'est 1, la dimension de G c'est 2. La somme des deux dimensions, 1 plus 2 égale 3, ça fait la dimension de R3. Donc là on a dim de E égale dim de F plus dim de G. Pour en déduire qu'ils sont supplémentaires, on peut montrer que l'intersection est réduite à 0. Donc là on va faire ça. On prend V dans l'intersection. Alors comme V dans F qui est engendré par le vecteur est que D1, V est proportionnel à ce vecteur, donc il s'écrit que dA, ou A est un réel. Et comme V dans G, on utilise l'équation cartésienne x plus y plus z égale 0. Ici, ça fait A plus A plus A égale 0. Donc A est nul. On le réinjecte ici. V, le vecteur nul. C'est gagné. Donc là, on a montré que dim de R³ égale dim de F plus dim de G, que l'intersection des deux, c'est le vecteur nul. Donc on peut en déduire qu'ils sont supplémentaires. Donc ce n'est pas plus rapide que l'autre méthode, c'est un petit peu différent. Au lieu de concaténer les bases et de dire que c'est encore une famille libre, on a montré que l'intersection était réduite à 0. Et donc ceci termine ce chapitre.